Bric-à-brac d'idées, bric-à-brac d'idées. Libre penseuse, libre penseur, je vous souhaite la bienvenue pour ce bric-à-brac d'idées. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, remarquable, et sans plus tarder, allons l'accueillir. Mais avant, je me présente, je suis Frédéric Ranganeyagui, coach professionnel. J'aide mes clients à penser, à réfléchir, à décider, à clarifier et surtout à passer à l'action, même quand cela semble difficile, voire même quand cela semble impossible. Je vous souhaite une bonne écoute et dites-moi en commentaire si ces formats vous plaît et pensez à vous abonner. À tout de suite. Allons accueillir notre invité. Bonjour Monsieur Mérieux, je vous souhaite la bienvenue dans ce bric-à-brac d'idées. Nous sommes en live, en direct sur YouTube. C'est un honneur de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. J'aimerais Bonjour. commencer, j'aimerais commencer par une première question, si vous voulez bien, après, pour construire notre dialogue. C'est, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors, c'est bien difficile de se présenter. Moi, je suis un vieux monsieur, hein, j'ai 76 ans. Voilà, je suis né en 1949 à Alès, dans le Gard, dans les Cévennes. Voilà, j'ai commencé ma vie en tant qu'élève Mhm. d'école primaire, de collège, de lycée. J'ai gardé beaucoup de souvenirs de ma scolarité et ces souvenirs m'ont habité pendant toute mon histoire parce que c'est aussi avec ces souvenirs que j'ai construit ma réflexion autour des questions de l'école et de l'éducation. Voilà, ensuite je suis devenu enseignant d'abord en classe terminale et puis ensuite, à la suite toute une série d'événements, je suis redevenu ou je suis devenu plus exactement instituteur en classe primaire. Mm. Ensuite, je suis devenu professeur de français en collège. J'ai eu la chance de diriger un établissement expérimental autour de la notion de pédagogie différenciée. Et puis, je suis devenu professeur d'université. Je suis revenu dans l'enseignement secondaire dans un lycée professionnel. J'ai toujours un peu gardé le contact avec la pratique, avec Mm. les élèves, avec les jeunes, parce que je considère qu'on ne peut pas être un intellectuel dans les nuages, qu'il faut toujours avoir les pieds sur terre et qu'on ne peut pas écrire, réfléchir, enseigner à l'université sans avoir un contact direct avec les pratiques dont on parle. Mm. Et pour moi, ce sont les pratiques d'éducation au sens large. Alors, l'éducation, c'est pas que l'école, hein. L'éducation, c'est la famille. L'éducation, c'est l'école. L'éducation, ce sont les loisirs. L'éducation, c'est toute la société. Toute la société est mobilisée pour éduquer ses enfants, même si elle n'en a pas toujours suffisamment conscience. Voilà. Et j'ai consacré ma vie à cette question de l'éducation et je continue à travailler sur cette question de l'éducation parce que pour moi, l'éducation, c'est l'avenir. C'est l'avenir de Mm. la société, c'est l'avenir du monde aussi. Mm. Hein. Je me pose deux questions qui sont des questions classiques, très traditionnelles. La première question, c'est quel monde laisserons-nous à nos enfants? Et pour moi, c'est préoccupant, c'est parfois même inquiétant de voir le monde que nous laissons à nos enfants. Mais Mm. la deuxième question, c'est quels enfants laisserons-nous au monde? C'est quels sont les enfants que nous formons, que deviendront-ils et comment pourront-ils eux-mêmes faire en sorte que ce monde soit plus juste, plus beau, meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, avec moins de violence, avec plus de sérénité et surtout beaucoup plus d'humanité. Mm. Et moi, j'ai envie de dire, c'est tellement beau de vous entendre dire ces paroles parce que pour moi, quand je vous ai proposé, c'est grâce à vous, quelque part. Je suis un des enfants qui ont entendu votre parole par hasard, qui ont eu la chance d'entendre quelqu'un proposer une parole qui l'a percuté, qui l'a touché et qui l'a permis de rebondir et de trouver une nouvelle voie qui est la pédagogie qui est, comme vous dites, un passage difficile et entre toute puissance et impuissance. Et j'aimerais poser la question suivante. Dans votre parcours, quelles ont été les idées qui vous ont transformé? Parce que vous avez évolué dans différents domaines. On a vu que vous avez euh, enseigné avec une gamme de personnes assez large et variée, ce qui vous a permis quelque part pour moi de vous construire une certaine échelle. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous partager quelques idées sur lesquelles vous vous êtes appuyé, qui vous ont transformé à certains
moments clés de votre parcours? Oui, avec plaisir, mais d'autant plus que il n'y a que deux idées fortes et simples finalement que j'ai découvertes relativement tôt et que j'ai tenté de mettre en application, de mettre en pratique. Mmh. La première idée, c'est un principe. C'est le principe que j'ai appelé le principe d'éducabilité. C'est l'idée que tout être est éducable, qu'il peut apprendre et grandir. Je n'ai jamais le droit de dire de quelqu'un il n'y arrivera pas. Je peux dire, je n'y suis pas encore arrivé avec lui, cet élève, ce jeune, cette personne, je n'ai pas réussi à lui permettre d'apprendre, de grandir, de se développer, mais je ne peux pas dire, on n'y arrivera jamais. Je peux dire actuellement, je n'ai pas réussi, mais je ne sais pas s'il ne reste pas des moyens que je n'ai pas encore trouvés et qui lui permettraient de réussir là où jusqu'à présent j'ai échoué. Donc je n'ai jamais le droit d'exclure quiconque du cercle des humains, du cercle de l'apprentissage, du cercle de la culture. Mmh. Je suis mu par, et nous sommes et nous devons être mus par ce principe d'éducabilité qui nous permet de progresser de génération en génération, de telle manière que des êtres qui étaient jusque-là réputés inéducables, Mmh. eh bien, progressivement, grâce à l'éducation, sont intégrés dans le cercle des humains. Alors, on connaît les histoires fondatrices de cela. Moi, je les ai découvertes assez tôt. Vous savez, c'est l'histoire de cet enfant sauvage qui avait été trouvé au moment de la Révolution française dans les bois de Rodez, dans l'Aveyron. Il était nu, il se nourrissait de racines, il ne parlait pas, il était très agressif, les paysans l'ont capturé, il s'est échappé, on a fini par l'envoyer à Paris où il a été examiné par des grands spécialistes de l'enfance qui ont déduit que c'était un enfant inéducable, qu'il lui manquait probablement une partie du cerveau et que s'il était ainsi, c'est que ses parents l'avaient abandonné et ses parents l'avaient abandonné parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien en faire. Mmh. Et là, dans l'entourage de ces médecins, il y avait un jeune homme qui n'avait pas encore sa thèse de médecine, le docteur Itard, qui était un disciple des philosophes des Lumières et qui s'est dit, est-ce que c'est vraiment sûr que cet être est inéducable? Est-ce que c'est vraiment sûr qu'il ne pourra jamais accéder au savoir, qu'on ne peut pas en faire un enfant comme les autres, capable d'avoir des satisfactions, de communiquer avec autrui, d'entrer dans des relations sociales? Et Itard s'est occupé pendant plusieurs mois, plusieurs années de cet être-là, Victor de l'Aveyron. Et il a réussi, alors, non pas à l'amener à tous les savoirs possibles, hein, il n'a pas réussi même à lui faire apprendre à lire, à écrire et à parler normalement, mais il a réussi des tas de choses. Cet enfant est devenu un enfant qui effectuait des travaux, qui s'occupait de la maison, qui même avait des sentiments profonds, puisque un jour, au moment où la gouvernante d'Itard perd son mari, cet enfant va la consoler. Et donc, on voit que cet enfant dont tout le monde avait désespéré, cet enfant dont personne n'attendait plus rien, eh bien, Itard, il a pu l'aider à grandir, il a pu l'aider à se développer. Et puis, grâce à cela, Itard a inventé des tas de choses. Il a inventé des choses qui vont être ensuite utilisées par les pédagogues. Mmh. Hein, Maria Montessori dira dans la préface de son livre Pédagogie scientifique que tous les outils pédagogiques qu'elle propose pour ces enfants en difficulté, ces enfants qu'on appelait arriérés, eh bien, elle les a trouvés dans l'œuvre d'Itard, dans l'œuvre de ceux et celles qui ont fait ce pari insensé, ce pari extraordinaire que des êtres dont tout le monde avait désespéré, eh bien, il fallait au contraire garder l'espoir en eux et travailler avec eux parce qu'ils peuvent, comme les autres, apprendre et grandir. Ça, c'est la première idée. C'est une idée fondamentale pour moi. On ne peut jamais désespérer de personne. Mmh. Bien sûr, on n'est pas tout puissant, bien sûr, on ne va pas réussir à tout faire, mais ça ne veut pas dire pour autant que la situation est perdue avec un individu, avec un groupe, avec une classe, avec un ensemble de gens vers lesquels on doit travailler, avec lesquels on doit donner quelque chose. Eh bien, rien n'est jamais perdu et on peut toujours inventer, imaginer les moyens pour les faire progresser. Ça, c'est la première idée. Principe d'éducabilité. Alors la seconde idée, je l'ai découverte dans la foulée d'une certaine manière parce que j'ai eu affaire moi-même à des enfants très, très difficiles. Des enfants très, très difficiles au début de ma carrière, des enfants dont les apprentissages étaient très compromis, qui avaient de très graves problèmes psychologiques, etc., etc.
Et j'étais partisan de leur éducabilité. Je voulais qu'ils réussissent, je voulais qu'ils atteignent les objectifs que je leur avais fixés. Je voulais par exemple qu'ils maîtrisent la proportionnalité, la règle de 3, parce que c'est très utile dans la vie quotidienne, la règle de 3. Et j'ai été tenté à certains moments d'utiliser la violence, parce que au nom de l'éducabilité, on peut être tenté d'utiliser la violence, c'est-à-dire au fond de basculer de l'éducation dans le dressage, c'est-à-dire au fond de considérer l'autre non pas comme un être, comme un sujet, comme une personne libre, mais de considérer l'autre comme une sorte de pâte à modeler que l'on va fabriquer à notre guise, un peu comme le docteur Frankenstein fabrique sa créature en allant chercher des morceaux de cadavres qu'il coud avec du fil avant de leur donner de la vie avec une impulsion électrique. Et là, c'est le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est que je parie sur l'éducabilité de chacun et de chacune, mais c'est chacun et chacune qui doit apprendre. Je ne peux pas apprendre à sa place. Et si j'apprenais à sa place, c'est pas lui qui apprendrait, c'est pas lui qui grandirait, c'est pas lui qui s'éduquerait. C'est-à-dire qu'en réalité, je dois être à côté, je dois travailler, je dois créer des situations pour que l'autre se développe, apprenne, prenne des risques et grandisse par lui-même. Voilà. C'est le principe que j'appelle de liberté. C'est cette idée que, au fond, je dois faire le pari que chacun peut y arriver, mais je dois en même temps savoir que je ne suis pas absolument en mesure d'utiliser des méthodes. Je n'ai pas le droit de mettre les gens sous électrode parce que ce serait plus efficace pour qu'ils apprennent à lire, pour qu'ils apprennent à lire. Parce que si je les mettais sous électrode, eh bien, je tuerais le sujet à nœud, j'abolirais leur liberté et j'en ferais des machines. Voilà. Eh bien, la pédagogie et tout le travail pédagogique que j'ai cherché à mettre en œuvre pendant toutes ces années, c'est comment concilier l'éducabilité et la liberté. C'est inventer des moyens, des situations, inventer des outils, des institutions pour que on soit toujours plus hardi dans le principe d'éducabilité en étant toujours plus respectueux des personnes. Je dois tout faire, mais tout faire pour que les autres se fassent, c'est-à-dire que les autres décident de s'engager eux-mêmes. Je ne peux pas apprendre à nager à la place de quelqu'un, hein. C'est lui qui apprend à nager. Je ne peux pas lire à la place de quelqu'un un livre, c'est lui qui va lire. Moi, je peux lui donner envie de lire, je peux lui proposer les bons livres, je peux lui raconter des belles histoires pour qu'il ait envie d'en connaître la fin, d'en lire le livre, etc. Mais la lecture du livre, c'est lui qui va le faire. Et l'éducateur, il doit savoir qu'il faut qu'il parie que l'enfant va pouvoir lire le livre, mais qu'il ne peut pas le lire à sa place. Donc, il va devoir tout faire pour que l'enfant lise le livre, mais c'est l'enfant qui va lire. Et c'est ça qui est formidable, c'est ça qui fait que l'éducateur, vous le disiez tout à l'heure, eh bien, il est ni tout puissant ni impuissant. Il est celui qui accompagne pour que l'autre devienne lui-même, que l'autre s'émancipe. L'émancipation, c'est précisément la possibilité de faire de soi un être libre, de choisir sa propre existence et de décider de sa vie. Voilà les deux idées principales, au fond, qui sont celles qui ont guidé toute ma carrière et qui sont les idées que j'ai tenté d'appliquer. Alors, dans la didactique, j'ai travaillé sur la didactique de certaines disciplines, hein, mais que j'ai essayé d'appliquer aussi dans l'éducation familiale, que j'ai essayé d'appliquer dans le cadre des loisirs. C'est très important parce que pour beaucoup d'enfants, il y a énormément d'apprentissages qui vont se faire dans le cadre des loisirs, hein. C'est pour ça que je me suis beaucoup investi dans l'éducation populaire et que je travaille sur la formation des animateurs et des animatrices. Et puis évidemment dans le cadre de l'institution scolaire qui mériterait bien sûr d'être un petit peu bousculée parce que je crois qu'aujourd'hui elle a un peu perdu sa perspective et son horizon. Et moi, j'aimerais revenir sur un des passages du deuxième principe, qui est la liberté de l'autre, que c'est lui qui doit apprendre. Comment vous vous êtes rendu compte que vous passiez dans la violence? Parce que quels sont les éléments qui vous a aidé à traverser cette période difficile quand vous étiez face à des enfants, à des élèves?
qui avaient des difficultés et c'est eux-mêmes qui, des fois, ont le plus besoin de quelqu'un de compétent, Hmm. d'expert pour pouvoir les aider. Comment vous avez traversé cette période-là? Eh bien, parce qu'avec ces élèves difficiles, la violence ne sert à rien. Mmh. Euh, on peut être tenté, on peut lui dire, mais tu la comprendras, la proportionnalité, oui ou non, et puis on le projette contre le mur jusqu'à ce qu'il ait compris, mais il ne comprend pas pour autant la proportionnalité. Je crois que on comprend très vite que un individu n'est pas une chose que l'on modèle à sa guise. Que c'est un être qu'on accompagne. Et puis, j'ai eu dans ma vie personnelle une épreuve qui m'a aidé à comprendre cela. Au moment où je réfléchissais sur ces questions, un de mes enfants, une de mes filles est devenue anorexique. Et l'anorexie, c'est le refus de se nourrir. C'est une forme de suicide à petit feu. Mmh. Et quand on est parent et qu'on voit un de ses enfants se mettre en danger comme cela, la tentation, eh bien, c'est de soigner l'anorexie par le gavage. C'est-à-dire, Mmh. tu veux pas manger, ben je vais te forcer à manger. Seulement, eh bien, quand on force à manger, l'autre ne mange pas, l'autre vomit ce qu'on lui met dans la bouche. Et il faut l'accompagner parce que lui seul a décidé de s'arrêter de manger et lui seul peut recommencer, peut décider de recommencer. Et moi, ce que je peux faire, c'est lui rendre la vie agréable, lui ouvrir des perspectives, lui montrer des horizons. Je peux l'entourer, je peux faire en sorte qu'il découvre que le futur peut être beau et qu'il a tout intérêt à prendre soin de lui. Je peux faire énormément de choses mais pas me mettre à sa place. Voilà. Mmh. Mais pas me mettre à sa place. Je ne peux pas utiliser la violence parce que si j'utilise cette violence, eh bien, je vais le renforcer dans sa détermination. Ce sera une partie de bras de fer. Je veux, tu veux, et on est là, on va se cogner l'un contre l'autre, et au fond de cela, rien de bon n'adviendra. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager, hein. Il ne faut Mmh. jamais se décourager, mais il faut jamais se décourager tout en étant toujours sur ce registre, je fais pour que l'autre fasse. Je fais pas Mmh. pour que ce soit moi qui fasse l'autre, je fais pour que l'autre fasse. Mmh. Et une question, dans cette période difficile, comment vous y preniez pour réfléchir, pour essayer de répondre à ces questions? Et est-ce quels étaient les outils à ce moment-là qui vous aidaient à extirper ce qui se passait en vous? Parce que là, j'imagine quand c'est quelqu'un de proche, il y a toute cette forme d'émotion, il y a toute cette forme heu c'est un lien fort que vous avez, c'est votre enfant et comment vous vous êtes pris Oui, pour alors gérer ça? peut-être ce serait impudique de revenir sur cet épisode et puis de le détailler, euh, mais néanmoins, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de revisiter l'histoire pédagogique au fond, parce que moi, je me suis très vite intéressé à ce qu'on appelle les grands pédagogues, les grandes pédagogues, hein. J'ai en particulier réalisé toute une série de films à l'époque pour la 5e autour des grands pédagogues. Euh, je me suis intéressé à tous ceux et toutes celles qui avaient précisément cherché à éduquer sans violence, à éduquer sans être dans une forme de contrainte absolue, mais en étant dans une situation d'accompagnement. Et voilà, et j'ai lu ces pédagogues, j'ai lu ceux qui sont très connus, Célestin et Élise Freinet, bien sûr. J'ai lu des gens beaucoup moins connus, mais très importants, comme Pestalozzi, ce grand pédagogue suisse, Makarenko, ce pédagogue russe, ou des tas d'autres. Et cette lecture m'a beaucoup apporté. Parce que chez les pédagogues, on voit comment ils affrontent des difficultés et on voit comment, face à ces difficultés, ils se situent. Euh, les pédagogues, ils écrivent pas vraiment des traités, ils écrivent plutôt des histoires. Hein. Makarenko écrit l'histoire de la colonie Gorky dans un texte qui s'appelle le poème pédagogique, justement, où il raconte comment il fait au quotidien. Et ça m'a beaucoup aidé de voir comment ces grands personnages-là s'y étaient pris.
non pas pour que je fasse exactement comme eux, parce qu'on ne peut jamais reproduire exactement la même chose, mais pour que je puisse, comment dire, m'inspirer de leur comportement profond, mais pas forcément de leurs recettes au sens technique du terme, mais de leur comportement. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup milité, pas d'une manière très efficace d'ailleurs, pour que dans la formation des métiers de l'éducation, il y ait un vrai travail autour des grandes figures de la pédagogie, de ces grands auteurs, ces autrices qui ont exploré le champ pédagogique et qui sont trop souvent oubliés, alors qu'ils sont évidemment essentiels pour notre culture et ils sont essentiels aussi pour nous former, nous autres, en tant qu'éducateurs et éducatrices. Alors, éducateurs et éducatrices de nos enfants, mais éducateurs et éducatrices, évidemment, des enfants qui nous sont confiés si nous sommes enseignantes ou enseignants, formateurs ou formatrices, animateurs ou animatrices, même éducateurs de jeunes enfants, responsables de crèches, mais même dans certains métiers comme la médecine, le médecin, le psychiatre, le pédopsychiatre, le pédiatre, ce sont des éducateurs aussi. Et je pense que tous ces métiers de l'éducation, tous ces métiers de l'enfance et de l'éducation devraient être formés à travers une lecture plus attentive de cette histoire de la pédagogie et de l'éducation. Alors, je parle des grands pédagogues, mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi lire des romans sur l'éducation. J'ai écrit un livre qui s'appelle Des enfants et des hommes, où qui est épuisé et qui n'a pas marché d'ailleurs du tout sur le plan commercial, mais qui partait de romans, des grands romans ou des romans moins connus, où il est question d'un enfant, d'un adulte, d'enfants et d'adultes et des difficultés qu'il y a à éduquer. J'ai même étudié là-dedans les histoires des chevaliers de la table ronde, l'éducation de Lancelot du Lac, mais aussi les désarrois d'élèves Torlès, mais aussi toute une série d'autres textes. En réalité, la littérature, mais le cinéma aussi, nous apprennent énormément de choses sur l'éducation. Et j'ai toujours invité mes élèves et mes étudiants à lire des livres, à regarder de beaux films qui nous apprennent des choses sur qu'est-ce que c'est que le rapport entre l'enfant et l'adulte, qu'est-ce que c'est qu'être un adulte, qu'est-ce que c'est qu'être un adulte qui donne confiance à l'enfant, qui l'accompagne, qui l'aide, qui lui permet d'apprendre et de grandir, de s'émanciper au mieux. Et ce que je trouve fort, Monsieur Mérieux, c'est dans ce que vous dites, c'est que vous vous êtes nourri quelque part dans ces textes, dans ces idées d'autres personnes qui ont vécu avant vous. Mais ce qui était fort, c'est que vous avez gardé vos choix à vous. C'est vous qui avez décidé comment vous allez, qu'est-ce que vous allez récupérer, comment vous allez le mobiliser, et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas avec vos propres règles. Comment vous vous êtes pris pour choisir vos règles? Vous avez dit un peu quelques idées, mais est-ce que vous pouvez reprendre le temps pour nous dire, il y a eu ces deux grandes questions, ces questions, quel est le monde que je veux, et quels sont les enfants que je veux créer pour le monde de demain. Ça, ça fait partie de vos, on va dire, de vos questions qui permettent de trancher par rapport à des idées qui arrivent en face de vous. Mais est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce choix-là? Comment on fait ce choix et comment vous vous êtes pris pour faire ce choix? Parce que je trouve ça très intéressant. Oui, mais c'est difficile parce que on n'est pas nécessairement le meilleur analyste de sa propre histoire. Et on regarde parfois sa propre histoire avec un regard qui est un peu déformé. On dit plutôt ce qu'on aurait aimé être plutôt que de ce qu'on a réellement été. Donc, je ne suis pas sûr d'être bien capable de faire cela. Je dirais que très tôt, moi, j'ai été, dans mon enfance, dans mon adolescence, sensible à tout un projet humaniste. Voilà. Il m'a semblé que l'avenir de la société, l'avenir de notre monde se jouait dans un choix entre le repli sur soi, l'individualisme, la satisfaction personnelle, et puis d'un autre côté la solidarité. Voilà. Et je pense que très tôt,
j'ai fait le choix de la solidarité, j'ai fait le choix de m'engager, j'ai fait le choix d'être aux côtés de ceux qui ont le plus besoin de nous. Voilà. Et ça a été pour moi quelque chose, une ligne de force de toute ma trajectoire. Donc j'ai travaillé sur l'école, j'ai travaillé sur l'éducation familiale, etc. Mais toujours avec ce souci, quels sont ceux qui sont les plus en difficulté, qui ont le plus besoin qu'on les aide. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec les quartiers défavorisés, mais aussi j'ai travaillé sur l'éducation dans des pays d'Afrique, j'ai travaillé là où précisément les choses sont problématiques et difficiles. Voilà. Plus c'est problématique et plus c'est difficile, d'une certaine manière, plus cela nous montre l'importance de l'enjeu. Hein. Prenons le cas de l'école, eh bien à l'école, il y a des élèves qui réussiraient parfaitement sans professeur. Il suffit de leur donner un livre. Bon, ils réussissent sans professeur parce que leur environnement familial a été tout à fait porteur, parce que ils ont été très tôt mis dans des structures qui leur ont donné une bonne maîtrise du langage, etc., etc. Donc tout ça fait que ils arrivent à l'école, il n'y a pas de problème pour eux. Mais ce sont les autres pour lesquels il faut se décarcasser, il faut se mobiliser, il faut chercher. Et il faut chercher des idées, des initiatives, des ressources pour que ceux et celles qui ont même désespéré d'eux-mêmes eh bien, se remettent à espérer qu'ils peuvent s'émanciper et progresser, qu'ils peuvent se dépasser. Il n'y a rien de pire que de rencontrer des êtres qui ont désespéré d'eux-mêmes et qui se sont figés en quelque sorte dans une vision négative d'eux-mêmes. Je suis un cancre et je n'y arriverai pas. Je suis incapable de lire un livre, je suis incapable de ceci ou cela. Et quand on a intériorisé cette incapacité, quand on a en quelque sorte intériorisé la fatalité, alors je pense qu'on n'est pas sur le chemin de l'émancipation. Et là, l'adulte, l'éducateur, l'éducatrice, ils ont un rôle absolument essentiel, c'est de défataliser, de sortir de la fatalité. C'est vrai que c'est difficile de faire ça, mais on peut y arriver. Et moi, je vais t'aider à y arriver. C'est toi qui y arriveras, mais moi, je vais t'aider à y arriver. Et je vais t'aider à te dépasser. Je vais faire alliance avec toi. Faire alliance avec toi. Alors, pas faire alliance avec toi pour que tu te dégrades, mais faire alliance avec toi pour que tu te dépasses. Voilà. Et je fais alliance avec toi, et avec toi, en particulier avec toi qui est plus particulièrement en difficulté et qui a pour cela besoin de moi. Voilà. Et je crois que c'est très important, c'est un choix important. C'est le choix de la solidarité avec les plus en difficulté, avec les plus faibles. Alors, on peut en faire plusieurs lectures. Hein. On peut en faire une lecture religieuse, on peut en faire une lecture politique, on peut en faire une lecture philosophique, on peut en faire toute une série de lectures. Mais je crois qu'il y a là quelque chose, il y a là un choix auquel chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons à répondre. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'est jamais, qu'on est à l'abri de toutes les tentations individualistes et de repli sur soi. Hein. Nous avons besoin de satisfaction, y compris de satisfaction narcissique. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir apprécié, etc., etc. On voudrait bien toujours ne pas en avoir besoin, mais on en a besoin. Et donc, il ne faut pas s'oublier complètement. Il faut prendre soin de soi pour pouvoir se donner aux autres. Comme le dit le philosophe Vladimir Yankelevitch, si je me donne entièrement aux autres, je n'ai plus rien à donner parce qu'au bout d'un certain moment, j'ai tellement donné que j'ai plus rien à donner. Et donc, il faut s'économiser un peu pour avoir quelque chose à donner. Il faut donc se prendre soin de soi pour pouvoir s'engager.
prendre soin de soi, parce que c'est la condition pour exister, pour pouvoir s'engager à la fois dans le travail, qui soit le travail intellectuel, mais aussi dans l'engagement politique, syndical, associatif, dans toutes les formes d'engagement qu'on peut avoir. On ne peut pas s'engager partout, mais je pense que l'humain est fait aussi pour s'engager, pour prendre de temps en temps des risques. Et cet engagement, ça fait partie de ce qui lui permet de réussir sa vie. Mm. Et ce qui est fort quand on vous écoute, quand moi je vous écoute, je vous entends, c'est que vous êtes comme une graine d'espoir qui montre des portes qui n'étaient peut-être pas éclairées avant et vous nous montrez qu'il existe énormément de possibilités et que tout repose sur notre liberté de choisir ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on veut avancer quelque part et qu'il y a des portes bien sûr qui sont inaccessibles mais ça n'empêche pas de se mettre en route pour essayer et on ne sait pas forcément ce qui peut devenir. Et ça, c'est ce qui m'a marqué dans toutes vos conférences, c'est que vous avez vous donnez l'espoir, vous m'avez donné l'espoir de me dire, ah, il y a des possibles dont je ne sais pas. Mais lui, j'ai l'impression qu'il sait quelque chose que moi je ne sais pas. Et c'est ça qui m'a emmené à vous écouter davantage parce que vos idées m'ont percuté. Je me dis, ce qu'il dit, c'est vraiment très intéressant et de la manière, dans votre rhétorique, moi je suis admiratif par rapport à votre rhétorique et je lisais un livre récemment qui est de Clément, je pourrais pas le dire non, mais qui parle de la rhétorique et qui parle de la rhétorique comme un bien commun. Et je trouve que vous êtes un parfait exemple qui montre à quel point présenter ses idées de manière la plus pertinente possible pour faciliter l'acceptation chez les autres est important, surtout si on parle de politique ou on parle d'engagement. Et, et je voulais vous poser une question. Vous, qu'est-ce qui vous a aidé à développer votre rhétorique, votre manière Oui, alors, de... peut-être avant la question de la rhétorique, sur lesquelles je peine à répondre, Ouais. peut-être quand vous dites donner de l'espoir. Moi, j'aime bien donner de l'espoir. Ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas désespéré, hein. Parce que la situation, elle est quand même difficile et compliquée, hein. Nous vivons un moment tendu, inquiétant. Le monde est extrêmement inquiétant. Les perspectives écologiques, les perspectives géopolitiques, les perspectives même politiques nationales sont inquiétantes. Il y a toutes les raisons de s'inquiéter aujourd'hui. Mais là-dessus, je dirais volontiers qu'il faut revenir à la fameuse formule très connue de Gramsci, qui disait qu'il fallait conjuguer le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors, le pessimisme de la raison, ça veut dire qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, hein. Il ne faut pas se cacher la réalité des choses. Donc, le pessimisme de la raison, c'est assumer que aujourd'hui, nous vivons un moment très compliqué, très difficile, que l'éducation est devenue sans doute un enjeu plus important, mais que les métiers de l'éducation sont peut-être plus difficiles aujourd'hui qu'hier. Il y a des phénomènes nouveaux. Aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, du téléphone portable, les élèves ne se comportent plus tout à fait de la même manière qu'hier. Donc, il faut s'inquiéter, il faut regarder ça avec lucidité, hein. Il ne faut pas échapper, il ne faut pas se cacher les yeux devant les difficultés et oublier la réalité du monde. Donc, il faut développer ce pessimisme de la raison. Ça nous permet d'être lucide, de voir la gravité des problèmes. Mais en même temps, Gramsci disait, il faut l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire qu'il faut que notre volonté ne soit pas paralysée par notre pessimisme rationnel. Il faut que notre volonté soit là présente pour penser qu'on peut faire quelque chose. Alors, on peut faire quoi? Beaucoup de choses, parce que moi, ce que j'ai appris de grands penseurs comme Edgar Morin et bien d'autres, c'est qu'un petit geste peut avoir de très grandes conséquences. Voilà. Oui, moi je dis parfois à des enseignants qui me disent « Ouais, on peut rien, on est désespéré, etc. » Je leur dis « N'oubliez jamais que dans votre classe, un seul geste, un seul mot, ça peut aider un élève à changer
et qu'un seul élève, ça peut devenir une personne qui changera le monde. Mmh. Et donc que rien n'est innocent et que une toute petite chose peut avoir de très grands effets. D'ailleurs, souvenons-nous de ce qui nous a marqué dans notre propre histoire. On va s'apercevoir que c'est des choses que peut-être celles et ceux qui les ont faites, ils les ont oubliées dans les secondes qui ont suivi. Mmh. Et pourtant, ça nous a marqué. Moi, quand je réfléchis à ma propre histoire, je vais penser à ce professeur de français de troisième qui m'a dit quelque chose. Il est mort depuis longtemps, il a dû oublier tout ce qu'il avait dit, mais ce qu'il a dit, ça m'a frappé, ça m'a marqué. Donc, n'oublions jamais que nous avons du pouvoir, que ce pouvoir, il existe parce que nous sommes dans un monde en interaction où tout interagit sur tout. Voilà. Et parce que nous avons du pouvoir, nous n'avons pas le droit de désespérer. Mmh. Donc, il nous faut conjuguer ce pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. Et parfois, d'ailleurs, on y arrive. Je cite souvent l'exemple de Charles Péguy qui a écrit une ode à l'espérance alors qu'il était lui-même dans une crise de désespoir. Et ça l'a aidé à en sortir parce qu'il a aidé d'autres à en sortir. Et voilà, je pense qu'on peut y arriver. Alors, la question de la rhétorique, moi, je ne saurais pas dire, hein, parce que pourquoi? D'abord, est-ce que j'ai une rhétorique? Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que c'est le rapport au langage qui est important. Comment dire? Moi, j'ai un rapport au langage qui est un rapport besogneux, Besogneux, laborieux. laborieux. Laborieux parce que vous le sentez quand je vous parle là. Moi, je cherche au fur et à mesure que je parle. Je cherche le mot juste, je cherche ce qui va le mieux rentrer, qui va le mieux être pertinent pour l'autre. Et je pense que il ne faudrait pas croire que la rhétorique, c'est une technique et c'est un savoir-faire purement extérieur. Ce que vous appelez la rhétorique, c'est aussi une manière d'être attentif à l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre à l'instant même où on parle nous. Le grand psychologue Jean Piaget parle de ce qu'il appelle le principe de décentration, qui consiste à l'instant où je vous parle, je me dis, non pas, je vous parle, mais si j'étais non pas celui qui parle, mais celui qui m'écoute, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je comprendrais? Est-ce que je comprendrais pas? Est-ce que je trouverais ça fumeux ou clair? Est-ce que j'aurais besoin d'un exemple ou pas? C'est-à-dire que c'est cette capacité à être soi-même en train de dire quelque chose, mais tout en se mettant mentalement dans la tête, non pas de celui qui parle, mais de celui qui écoute. Mmh. Et moi, je trouve que c'est ça l'important. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Quand je parle et quand j'écris, je me mets toujours dans la tête de celui qui écoute. Et si possible, dans la tête de mon pire ennemi. J'ai peut-être pas de pire ennemi, enfin si, j'en ai sûrement, mais dans la tête de mon pire ennemi, c'est-à-dire de celui qui n'a aucune indulgence à mon égard. Mmh. Je me dis, si j'étais quelqu'un d'absolument féroce à mon égard, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce que je dis? C'est-à-dire, c'est ça au fond, peut-être non pas le secret, parce que c'est pas un secret du tout, mais le point dur de ce que vous appelez la rhétorique. C'est cet effort, parce que c'est vraiment un effort, c'est de se projeter mentalement dans la tête de celui qui nous écoute, ou de celui qui nous lit, ou de celui qui nous regarde. C'est-à-dire de se dire, d'être à la fois soi-même et l'autre et se critiquer. Se critiquer, c'est pour ça que les bons professeurs n'oublient pas qu'ils ont été élèves, que les bons pères de famille n'oublient pas qu'ils ont été des enfants, que les bons animateurs n'oublient pas qu'ils ont été eux-mêmes en colonie de vacances, et qu'il nous faut toujours garder une forme d'enfance, alors non pas d'infantile, mais d'enfance, qui nous interroge et qui fait que nous ne sommes pas dans une position de
de toute puissance, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi dans une position, je cherche le mot, dans une position où on serait, au fond, tellement préoccupé par nous-mêmes qu'on ne pourrait pas se mettre dans la place de l'autre, quoi. Il faut à la fois être nous-mêmes et à la fois être capable de se mettre à la place de l'autre. Il faut être à la fois celui qui parle et celui qui s'écoute, non pas qui s'écoute parler, mais qui s'écoute pour se critiquer et pour améliorer ce qu'il dit en fonction des critiques qu'il peut faire lui-même à son propre discours. Alors évidemment, on est aidé quand on est avec d'autres qui sont des gens de confiance, qui vont nous répercuter des critiques que l'on va intégrer. Mais au fond, je dirais que ce que vous appelez la rhétorique, c'est tout simplement de l'exigence envers soi-même. Voilà, alors moi, je ne sais pas si je suis exigeant envers moi-même suffisamment, je ne sais pas si j'ai de la rhétorique, mais je sais que j'ai toujours peur de ne pas y arriver, de ne pas bien dire les choses, et je pense que ce n'est pas simplement un défaut, ça peut être un défaut, mais c'est aussi une manière d'être toujours dans une dynamique positive. Voilà. C'est fort ce que vous dites, parce que vous venez de nous partager quelque part une situation que vous avez créée, une contrainte d'apprentissage qui vous met en situation de vous dire: «Je dois être moi et en même temps, je dois penser, si j'avais mon pire ennemi ou quelqu'un qui ne m'aime pas, quand il m'entendrait, quels sont les points de faiblesse qu'il y aurait dans mon discours, dans mes idées?» Exactement, Et exactement. ça, c'est puissant. Et c'est quelque chose de... C'est difficile, mais je pense que c'est ça qui nous fait progresser. Quand j'étais instituteur et que je demandais à mes élèves de réviser un contrôle, je leur disais, pour réviser un contrôle, la meilleure manière, c'est de se mettre à la place d'un professeur sadique. Si vous étiez un professeur sadique et que vous ayez à fabriquer le sujet du contrôle le plus difficile possible sur ce que nous venons d'étudier, quel serait ce sujet-là? Alors, je leur disais, bien sûr, les professeurs sadiques, ça n'existe pas, c'est des fictions. C'est une fiction utile, mais c'est une fiction. Mais en se mettant dans sa tête qu'on est en quelque sorte son propre adversaire, on progresse, on avance. C'est un peu la fable du laboureur et ses enfants de La Fontaine. Une fois que mes élèves avaient imaginé les pires exercices et les pires devoirs, ils avaient déjà fait leur révision, c'était plus la peine qu'ils révisent, parce que en se mettant dans cette posture-là, ils s'étaient en quelque sorte distanciés par rapport à eux-mêmes et ils avaient acquis cette capacité de comprendre et de s'améliorer en permanence. Ça me fait penser à un des points de vigilance qu'une fois vous avez partagé en conférence, qui était que l'éducateur, le pédagogue doit se poser la question: qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de l'élève? C'est ça. Et, Mhm. et, 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 et- Alors, ce que vous dites est important et en même temps, c'est un petit peu différent peut-être. C'est un petit peu différent. Quand j'ai dit ça, je le disais par rapport à, comment dire, par rapport à une tentation qu'on peut avoir quand on est enseignante ou enseignant, qui consiste à penser que ce que l'on dit euh, se transmet comme un objet. C'est-à-dire, j'ai un savoir, Mhm. je vous le donne, et quand vous avez ce que j'avais. Hein, c'est comme si je dis, j'ai un objet, je vous le donne, Mhm. et quand vous avez l'objet, vous avez ce que j'avais avant moi. Mhm. Bon. Et il est Or, dupliqué c'est pas quelque comme part ça que aussi. ça passe. Mhm. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pour un objet. Cet objet, si je vous le donne, c'est vous qui l'avez. Je l'ai plus. Bon. Mais le savoir, d'abord, si je vous le donne, je l'ai toujours. Hein. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est un atout énorme, considérable. C'est absolument colossal. Et puis ensuite, en réalité, ce que vous entendez, c'est ce que vous refabriquez dans votre tête. Votre, vous ne recevez pas une empreinte. C'est pas comme si on tamponnait en quelque sorte votre cerveau avec un savoir qui s'imprimerait dessus. Non, ce qui arrive dans votre tête, c'est des informations que vous retraitez, que vous traitez, que vous organisez, que vous mettez en relation avec d'autres, que vous prenez pour les mettre en contradiction avec ce que vous saviez, etc., etc. Ça c'est ça. Et donc,
ce qui est important, c'est toujours de se dire, non pas qu'est-ce que je dois dire, quelle est la vérité que je dois transmettre. Bien sûr que je dois transmettre de la vérité, je ne veux pas transmettre des erreurs, hein. Mais qu'est-ce que l'autre doit faire dans sa tête pour qu'il accède à cette vérité? Est-ce qu'il doit comparer? Est-ce qu'il doit faire une hypothèse et une expérimentation derrière? Est-ce qu'il doit chercher? Autrement dit, c'est de mettre l'autre en activité. Voilà. Pour que la transmission fonctionne, il faut sortir de cette image de la transmission qui est une image matérielle. Je transmets parce que je donne l'objet que j'ai, et aller plutôt dans l'image de l'engrenage. Voilà. Moi, je suis une pensée qui tourne, et ce que j'ai à faire, c'est faire tourner la pensée de l'autre aussi. Voilà. Je ne vais pas lui donner un objet que j'aurais plus. Je vais fonctionner moi, et en fonctionnant moi, je vais essayer de faire en sorte que l'autre se mette à fonctionner dans sa tête. Voilà. C'est donc plutôt l'image de l'engrenage qui est à utiliser pour décrire la situation d'enseignement que l'image d'une transmission au sens je donne et puis il a ce que je donne. Voilà. Non, j'engraine la pensée de l'autre. Et c'est cet engrenage qu'il faut mettre en route. Et c'est ça qui fait un bon transmetteur, un bon professeur, un bon enseignant, une bonne enseignante, mais aussi un bon animateur, mais aussi un bon éducateur de jeunes enfants dans une crèche. Parce que à la crèche, avec des enfants d'1 an et demi ou 2 ans, eh bien, on est un éducateur et une éducatrice, hein, et il faut déjà lui parler, parce que si on attendait que les enfants sachent parler pour leur parler, ils ne parleraient jamais. Hein. Et donc, il faut parler avant qu'ils sachent parler. Et c'est comme ça qu'ils apprendront à parler. Et le plus tôt possible, et de la manière la plus riche et la plus développée possible. C'est pour ça que je m'inquiète aujourd'hui quand je vois des parents qui ne parlent pas à leurs enfants, mais qui leur mettent un téléphone portable et des dessins animés toute la journée entre les mains, parce que ça, c'est pas de la parole d'un adulte, et que s'il n'y a pas la parole d'un adulte, il n'y a pas de relation éducative. Et moi, j'aimerais rajouter à cela que moi, je suis un de ces enfants qui n'ont pas eu accès à un environnement où on me parlait de manière riche, de manière diversifiée, ce qui amène des difficultés aussi pour ces enfants qui Bien sûr. grandissent. Je remercie que vous partagez ces paroles-là, ces idées-là, parce que ça peut aider des enfants qui ont grandi et qui n'ont pas eu accès à des paroles comme le vôtre, à des idées comme la vôtre. Et c'est aidant pour donner du sens et se reconstruire après ces moments-là. Parce que ce n'est pas perdu, même si c'est peut-être plus difficile, mais il y a toujours cet espoir, comme Non, vous mais disiez. rien n'est jamais perdu. Je ne peux jamais dire je n'y arriverai pas. L'impossible n'est jamais certain. L'impossible peut être probable, mais il n'est jamais certain, parce que on ne sait jamais si on a trouvé tous les moyens pour y arriver ou pas, et s'il ne reste pas des moyens qu'on n'a pas trouvés qui vont permettre d'y arriver. C'est ça, l'inventivité humaine, elle est au service de ça. Donc je ne peux jamais dire que c'est impossible. Je peux dire je n'y suis pas encore arrivé. Je peux dire dans l'état actuel des choses on n'y arrive pas, mais je ne peux pas dire on n'y arrivera jamais. Voilà, je n'ai jamais le droit de dire on n'y arrivera jamais. Et c'est une forme aussi de reconnaissance. Vous parlez tout à l'heure de lucidité. Ça demande à avoir une certaine forme de lucidité, de reconnaître ce qui est et ce qui peut être et ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est un travail difficile, mais il faut l'entamer, quoi. Il faut essayer de... Et alors, dans ce que vous dites, il y a une chose très importante à quoi ça me fait penser, c'est que ceux et celles qui n'ont pas eu la chance nécessaire, nécessairement de vivre, c'est pas pour autant qu'ils sont moins riches que les autres. Hein. Oui. Je pense que trop souvent, on regarde les personnes à travers leurs besoins, leurs difficultés, leurs handicaps. On les regarde pas à travers leurs ressources. Moi, quand je vais dans une classe et que j'entends, on me dit Jules est dyslexique,
Alors, ça m'intéresse de savoir que Jules est dyslexique parce que je vais lui proposer des exercices particuliers. Je vais demander à notre élève de la classe de se mettre à côté pour lui expliquer les choses qu'il n'aura pas comprises, etc., etc. Très bien. Mais je suis très inquiet quand on dise Jules est EST, dyslexique. Il est que dyslexique, Jules? Est-ce que je ne peux pas dire, mais Jules, il est aussi un grand connaisseur de manga, un bon goal au foot. Est-ce que je vais pas aller, j'ai pas l'obligation d'aller chercher toutes ces ressources? Et je pense qu'il est très important pour les humains que ceux qui croient qu'ils n'ont pas de ressources, eh bien, on leur montre qu'ils en ont, et que ceux qui croient qu'ils n'ont pas de besoins, on leur montre qu'ils en ont des besoins. Voilà. Parce que c'est comme ça que l'humanité se construit. On évoquait le mot de solidarité tout à l'heure. La solidarité, c'est le croisement des besoins et des ressources. Voilà. Si on croise les besoins et les ressources, eh bien, on réussit à créer des liens entre les êtres, et cela crée une société un peu meilleure parce qu'elle est moins individualiste et que les êtres y sont moins égoïstes. Les besoins et les ressources se croisent et s'entrecroisent, et c'est ça qui est au cœur, je crois, d'un projet éducatif pour une société un peu nouvelle et un peu émancipée. Et quelque part, on peut même souligner que la place de l'autre, elle est primordiale si on veut progresser, si on veut se dépasser. Bien L'autre sûr, est bien sûr. et pour moi, c'est des idées aussi que je crois et que je trouve. On ne peut pas grandir tout seul et on ne peut pas vivre tout seul, bien sûr. Ça, Ou pour vivre tout seul, il faut déjà avoir dans sa tête plein d'autres. Donc, il faut avoir vécu avec plein d'autres. Non, non, je crois que la solidarité, l'humaine condition, comme disait Montaigne, c'est d'être parmi d'autres et avec d'autres et en reconnaissance de l'altérité, ce qui ne veut pas dire qu'on abdique notre identité, bien sûr. Et il y a une chose aussi que je remarque et qui est très enrichissant pour moi de notre échange, de notre dialogue, c'est que vous prenez soin à bien distinguer et de définir les termes. Euh, euh, c'est une forme d'exigence que vous avez à bien dire de quoi on parle et de faire les nuances. Et c'est cette idée-là que j'apprécie dans vos conférences aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas absolu. Vous n'avez pas un discours absolutiste. Ce n'est pas comme ça, c'est pas noir ou blanc. C'est voilà ce qu'on sait à tel moment, voilà ce qui peut être intéressant de regarder, et voilà pourquoi c'est intéressant, pourquoi je vous en parle. Et ça, c'est une forme de pédagogie finalement. Est-ce que, moi je voulais vous poser la question, est-ce que tout ce que vous avez appris, comment vous les mobilisez dans vos conférences? Vous m'avez donné déjà quelques pistes avec vos questions. Qu'est-ce que je veux que l'autre qui écoute entende, et est-ce que ce que je dis est clair, etc. Et vous avez même dit, moi ce que j'ai compris, c'est quels sont les repères sur lesquels vous vous appuyez pour trancher, et c'est le monde de demain, quel monde que je veux construire, et quelle personne, même enfant, mais plutôt quelle personne je veux laisser à ce monde derrière moi. Et tout ça participe, est-ce que vous pouvez me confirmer peut-être, est-ce que tout ça participe aussi dans la construction de vos partages, de conférences, et à quel point, et quand vous écrivez, cela prend la place? Est-ce que vous y rattachez souvent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est instinctif aujourd'hui et que vous n'avez peut-être pas des fois conscience? C'est un peu des questions que je me pose parce que moi-même, j'essaie d'écrire et c'est difficile, et c'est grâce à votre vidéo «Pourquoi écrire c'est difficile?» que j'ai compris pourquoi c'est difficile. J'ai eu des éléments qui m'ont permis de comprendre ça. Mais vous, je voulais, savoir un peu en tant que pédagogue, quelle est sa place de ces idées-là et comment vous articulez tout ça? Je C'est suis pas sûr difficile, hein? d'être capable de répondre à votre question, bien sûr. D'abord, je vous confirme que c'est difficile d'écrire et que s'il y a des gens qui vous disent qu'ils écrivent facilement, ce sont des imposteurs. Les grands écrivains, j'en suis pas du tout un, mais les grands écrivains disent tous qu'il est difficile d'écrire, qu'écrire est une épreuve, c'est compliqué, c'est difficile, parce que c'est mettre de soi à l'extérieur, et puis qu'il y a cette recherche du mot juste qui est un vrai travail et que c'est compliqué, voilà. Écrire, c'est en plus figer quelque chose. Quand c'est écrit, ça reste, donc voilà. Donc écrire, c'est difficile, mais il faut écrire.
l'écriture est une grande émancipation de l'humain. Ça permet de communiquer à distance, ça permet de vaincre d'une certaine manière la temporalité. D'une certaine manière, l'écriture, c'est une façon de lutter contre la mort, contre la fugacité du temps. Donc, il faut écrire. D'ailleurs, moi, j'ai toujours beaucoup utilisé la correspondance. Et aujourd'hui encore, je ne passe pas une journée sans écrire des lettres que je mets à la poste, pas des courriels simplement, mais des lettres que je mets à la poste. Et je pense qu'il ne faudrait surtout pas abandonner l'écriture des lettres. Il faut que ceux et celles qui se sentent capables tiennent leur journal. Il faut pas abandonner l'écriture. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et à cet égard, il faut se méfier beaucoup de la fausse écriture que constitue l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas une écriture. L'intelligence artificielle, c'est un calcul. C'est un calcul d'occurrence statistique qui cherche le mot qui vient le plus rapidement, le plus souvent après le mot précédent, et qui ne vous libère que l'opinion modale. Il y a aucune pensée dans l'intelligence artificielle. Mais on vous explique que si, c'est de la pensée. Mais non, il n'y a pas de pensée. C'est du calcul. C'est du calcul d'occurrence statistique, c'est tout. Et donc, la véritable écriture, c'est pas l'IA. On peut s'appuyer sur l'IA de temps en temps, pas trop souvent parce que c'est quand même extrêmement énergivore et ça prend beaucoup d'eau, les serveurs. Il y a aussi des tas de gens un peu partout en Afrique, en Asie, qui travaillent pour des salaires de misère et qui sont exploités pour faire l'IA. Donc, il ne faut pas être un consommateur permanent de l'IA. Il faut vraiment se méfier de cette consommation intempestive de l'IA. On peut l'utiliser quand même de temps en temps, précautionneusement, rationnellement, raisonnablement, mais en sachant qu'elle ne peut pas écrire, l'IA. L'IA, elle n'écrit pas. L'IA, elle vous produit du texte au kilomètre, qui est le texte moyen qu'il y a dans sa base de données. Elle ne vous dit rien qui soit authentiquement humain, elle ne vous dit rien qui vous renvoie à vous-même, elle ne vous dit rien qui soit pesé, qui soit réfléchi, qui soit maturé. La pensée humaine, elle a une dimension manuelle. Que penser, c'est malaxer, penser, c'est y revenir, penser, c'est... Voilà, et il faut prendre ce temps-là, et c'est ce temps qui est infiniment précieux et qui nous donne accès à ce que l'autre a de plus précieux aussi. Voilà. Donc oui, c'est compliqué, c'est difficile d'écrire, mais il faut le faire. Il faut apprendre à nos enfants à écrire, non pas parce que ils vont échouer à l'école s'ils n'écrivent pas bien, mais parce que par l'écriture, ils vont devenir meilleurs qu'eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Et il faut le dire aussi, il y a un plaisir quand on a écrit un beau texte, quand on trouve ce Bien qu'on a sûr, écrit. bien sûr. Et ça, On peut écrire des tout petits textes. Vous savez, Oui, on peut écrire un poème haïku, c'est 4 mots, c'est 5 mots, mais 5 mots qui sont un vrai plaisir. Moi, j'ai travaillé avec des enfants très en difficulté, même pour certains avec des gros troubles psychiques. On écrit des petits haïkus de 4 ou 5 mots, 6 mots, mais une fois qu'on les a écrits et qu'on les communique à d'autres, il y a plus que du plaisir, il y a la joie. Et on arrive à la fin de notre entretien, de notre rendez-vous. Est-ce que vous auriez une citation à nous partager pour ceux qui vont écouter cette vidéo et qui est en lien avec notre discussion qu'on a eue? Une citation, peut-être pas. Ouais. Ou quelques mots. Sans doute, non, sans doute un message simple qui est méfions-nous de tout ce qui ferme, tout ce qui enferme, de tout ce qui nous réduit à une identité frelatée. Mais gardons le goût de l'ouverture, de l'altérité, gardons le goût de la rencontre et gardons ce goût de la rencontre avec ce que nous ne sommes pas, avec ce que nous ne connaissons pas. Gardons ce goût de la découverte, soyons des aventuriers, soyons presque des pirates, peut-être pas des pirates qui au sens
où ils assassinent les gens qu'ils attaquent, mais ayons ce goût de l'autre, de l'altérité, de la découverte, contre toutes les formes de repliement et toutes les formes de retour sur soi. Voilà. Moi, ça me paraît absolument important et je vous remercie et je voulais terminer par cela parce que vous contribuez à cette découverte, à ces échanges, et que à ce titre, ce que vous faites, vous, eh bien, c'est profondément, éminemment nécessaire, éducatif, et ça participe de cet espoir que nous pouvons avoir d'un monde meilleur. Mmh. Je peux que applaudir et merci beaucoup pour ces Non, mots. non, je vous en prie. Et même, vous savez, vous rencontrer, vous dialoguer avec vous, c'est déjà une masterclass, c'est un cours, c'est une formation en live. On pourquoi je dis ça? C'est pas juste pour, mais c'est pour parce que ça me fait plaisir de reconnaître, vous, que reconnaître l'autre dans ce que vous m'apportez, de ce que vous me donnez et que vous ne perdez pas finalement et que vous multipliez en donnant encore plus. Tout le monde peut prendre sans que vous vous épuisez ces paroles, ces écrits, ces ouvrages que vous avez laissés. Et même, j'insiste, il y a plusieurs ouvrages qui sont disponibles sur votre site internet que vous mettez, et vous déposez vos pensées, vos idées, et qui sont accessibles, qu'on peut venir picorer, on peut venir se nourrir dans ce que vous partagez. Et ça, c'est exceptionnel. Moi, je le dis, vous le mettez à disposition, c'est exceptionnel. C'est un endroit où on peut se nourrir et découvrir ce goût de l'autre. Parce que pour moi, vous êtes, je vous ai déjà dit un peu, mais que vous êtes comme un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que vous amenez d'autres personnes qui ont des idées et vous les faites découvrir au travers de vos écrits. Et on apprend à rencontrer d'autres avec vous. On voyage, c'est un voyage. Moi, j'aime. Si on regarde le truc du pirate, j'imagine bien que je suis dans votre bateau pirate et vous nous amenez à voguer sur d'autres océans et nous permettre d'ouvrir notre perception à ce qui n'était pas visible juste avant votre rencontre. Et c'est pour ça que je suis autant émerveillé. Enfin, pour moi, j'ai l'émotion épistémique de la joie, de l'émerveillement, parce que ce n'est pas tous les jours, et ça c'est important, je pense, enfin, c'est important pour moi de vous dire ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a cette exigence et cette solidarité qui est incarnée. Ce partage qui est incarné, où on le voit et qui a ces idées qui ont été travaillées, dont l'auteur a fait l'effort, un vrai effort intellectuel pour nous présenter des choses qui nous donnent envie. C'est-à-dire, vous appliquez la pédagogie à grande échelle. Moi, je vois ça comme ça. C'est incroyable. Et je m'arrête là parce Non, que vous êtes trop indulgent et on est toujours trop indulgent avec l'autre, mais je suis très touché par votre propos et je vous remercie de votre invitation. Voilà, à bientôt. à bientôt. Je coupe le live et nous faisons un débrief en off. Alors, donnez-moi 2 secondes. Merci pour ceux qui ont été présents. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live Bric à brac d'idées.